Salut à tous, je suis Robin, enseignant APA depuis 10 ans maintenant. Hello, moi c'est Alex et ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ce métier. On a créé la causerie pour aider les professionnels de l'activité physique pour la santé à progresser dans leur carrière. Et pour ça, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'activité physique d'aujourd'hui. Qu'ils soient médecins, chercheurs, enseignants APA, entrepreneurs ou même politiques. On va leur poser plein de questions pour que vous puissiez vous inspirer de leurs expériences et passer à l'action. Allez, c'est C'est parti. parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Tarot, le fondateur de Keepin. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. On va essayer de découper cette petite interview en 3 grandes parties. Déjà, j'aimerais bien on commence par parler de Keepin, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, on essaiera de voir un peu quelle est ta vision, parce que du coup, je sais que tu embauches des enseignants APA dans ton entreprise. Donc, voir un peu quelle est ta vision de l'APA aujourd'hui, demain, comment tu les recrutes, etc. Et puis, en troisième partie, on essaiera de voir un petit peu, toi, quelle est ta vision en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'activité physique et de la santé. Donc, voilà les 3 grands thèmes que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par déjà une petite présentation de Keepin et de ce que vous faites. Ouais. Alors, Keepin, nous, on se définit comme un éditeur de jeux de santé. Un jeu de santé, c'est quoi? C'est un jeu sur lequel nos utilisateurs jouent sur application mobile. Ces jeux de santé, ils ont pour objectif de rendre les gens plus actifs au quotidien. C'est-à-dire qu'on va aller gamifier les données d'activité physique qu'on a tous dans nos téléphones, notamment les fameux nombres de pas. Et avec ces nombres de pas, on crée des scores et avec ces scores, on fait jouer nos utilisateurs dans des aventures, dans des challenges, dans des jeux de plateau. Enfin bref, on a pas mal de scénarios et ces jeux de santé sont l'occasion pour nos utilisateurs d'avoir accès à des séances d'APA, d'activité physique adaptée. L'idée derrière tout ça, on parle de jeux de santé puisque nous, l'objectif chez Keepin, c'est d'aider les gens à changer de comportement et de le faire de manière autonome, inclusive et par le jeu. Voilà. Ok, super présentation. Et du coup, si je ne me trompe pas, ça existe depuis 2014. Ouais, alors le 30-12-2014, donc 2015, mais oui, c'est ça. Ok. Et donc, j'ai entendu aussi que la première chose que vous faisiez, moi, je vous avais entendu parler de vous à cette époque-là parce que j'étais aussi sur la thématique qualité de vie au travail. Je sais Ouais. que c'est la première thématique Ouais. que tu deviez adresser. À quel moment et pourquoi tu as fait ce virage, enfin, pas ce virage, mais élargi sur la thématique plus santé? Alors, en fait, c'est passé de la manière suivante, c'est-à-dire que nos jeux de santé étaient utilisés, sont toujours dans les entreprises, et de ce fait-là, étaient plutôt identifiés dans ce qui était un peu plus à la mode, je dirais, il y a 5, 6, 7 ans, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, qui est toujours aujourd'hui un sujet, mais qui est peut-être un peu moins neuf, et que différents acteurs de la santé publique sont venus nous voir, notamment des centres de lutte contre le cancer, des assureurs, des mutuelles, en nous disant, nous, on explique à nos utilisateurs, à nos patients qu'il faut être actif, mais on trouve que ça ne produit pas beaucoup d'effets. Et on aimerait bien essayer votre solution, puisque en fait, très rapidement, quand on a déployé nos jeux dans les entreprises, ce qui nous distinguait des autres solutions, que ce soit digital ou pas d'ailleurs, c'est qu'on arrivait à embarquer une proportion très importante des collaborateurs. Là, c'est l'effet du jeu, hein. On est tous majoritairement joueurs pour différentes raisons, avec différents types de profils. Nous, on arrive et sur des très grosses sociétés, à engager plus de 60% des effectifs. Et c'est pour ça qu'effectivement, le monde de la santé est venu nous voir. Les premiers, en l'occurrence, c'est Gustave Roussy, donc le Centre de lutte contre le cancer, à tel point qu'ils ont dit, ils nous ont proposé de participer à un essai clinique dans lequel
On a mis entre les mains de patientes atteintes de cancer du sein qui pinent et puis on a regardé ce qui se passait et le retour a été très bénéfique puisque les premiers effets, c'était de dire bah, déjà, nous, ça nous intéresse. Enfin, déjà on joue, la solution ne nous situe pas comme patiente. Enfin voilà, tous les effets voilà, qu'on peut imaginer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, je dirais, à aller vers le monde de la santé stricto sensu, quoi. Même si nous, quand on fait, en fait, nous, on considère pas qu'on fait de la qualité de vie au travail, hein. On considère qu'on fait de la prévention santé en entreprise. Ouais. Et de la qualité de vie au final. Mais voilà. Ok. Donc voilà comment, et ça, ce mouvement-là, on l'a opéré, enfin, il a commencé à s'opérer 1 à 2 ans après notre création, donc assez rapidement en fait. Ok. Parce que du coup, toi, tu avais quel rapport à l'activité physique, à la sédentarité, à la santé de base? Aucun de formation, je parle. Euh, Avant de monter Kipling, j'étais plutôt sur des fonctions RH en conseil. Après, j'adore l'activité physique et j'en fais beaucoup. Mais moi, quand j'ai lancé Kipling, je ne savais pas ce que c'était que la part, hein. Ok. Ok. J'ai bien entendu une forme de conviction à ce qu'un mode de vie actif soit important. En fait, moi, le prérequis, ma base, c'est de considérer, moi, que l'enseignement en tant que tel n'est pas toujours la solution pour aider les gens à changer. Et que ce qui m'intéressait dans la démarche, c'était plutôt de, par le jeu, emmener des gens à changer de manière autonome et pas uniquement via du coaching ou un mouvement comme ça un peu descendant qui a de l'intérêt. Mais ce que j'aime moi, dans le mouvement par le jeu, c'est que les gens euh, ils changent comme ils veulent. Et nous, par exemple, dans nos jeux qui pinent, à aucun endroit, on indique aux gens qu'il faut être actif. Ouais. Et ils le deviennent dans des proportions très importantes. Aujourd'hui, on a terminé un essai randomisé de phase 2, donc on a comparé avec des essais contrôles sur des phases, avec des parcours d'APA au CHU de Clermont avec le professeur Martine Duclos, que vous connaissez, ben, vous voyez, c'est du solide. Ouais. On montre qu'on arrive à provoquer plus de changements chez les patients. Vous voyez ce que... Par rapport à l'interventionnel physique. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils l'ont avec eux, c'est tous les jours, c'est du jeu, c'est social, enfin bref. Pas qu'on fait mieux notre job qu'ils ne le font, hein, Non, non, non. ça. Mais Vous êtes dans voilà. leur poche, quoi. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui m'intéresse, moi, avant même l'activité physique, c'est le changement de comportement. C'est ça qui m'intéresse. Le fait est que l'activité physique, voilà, parce que je suis très sportif, que voilà, et moi j'aime beaucoup, mais parce que j'étais très sportif, j'étais convaincu que pour emmener des gens vers de l'activité physique, il ne faut surtout pas leur parler de sport. Tout à fait. Voilà. Ce qui a peut-être un peu le. Bon, voilà, avec les JO qui arrivent, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la période la plus favorable à ce que je vous dis là, mais parce qu'on va essayer de tirer des ficelles là où il n'y en a pas tant que ça, me semble-t-il. Ouais. Mais du coup, on partage carrément l'avis. Je pense que c'est un prérequis et du coup, on verra plus tard pourquoi tu bosses avec les APA, mais je pense que c'est une vision aussi que les APA ont de souhaiter. On ne parle pas de sport, on parle d'activité physique, on parle voilà, de bouger au quotidien. Quand tu dis que tu compares par rapport à de l'interventionnel, c'est par rapport à quoi qui a plus d'effet? C'est sur de la qualité de vie, sur de la quantité Là, on va sortir des publis, hein, parce qu'en fait, tout ça est basé sur un gros essai clinique, donc c'est 3 ans de boulot, mais les principaux critères, c'est le niveau d'activité physique, le niveau d'AP, l'ancrage du niveau d'AP à terme, et sur les tests, notamment des tests que vous connaissez par cœur en tant qu'APA, j'imagine, chaise, le assis debout, 6 minutes, il y en a un ou deux autres. Voilà, okay. Donc, mais c'est juste parce qu'on ne prend pas le sujet par les... Et alors, sur une population qui était quand même pas générale, c'était de l'obésité. Obésité, diabète. Okay. Du coup, je posais la question spécifiquement parce que c'est vrai que c'est... J'allais dire, je ne suis pas surpris qu'une application et que du coup, inciter au quotidien sur de l'activité physique puisse augmenter le niveau d'activité physique. Ce n'est pas surprenant, enfin, parce que je pense, comme tu l'as dit, l'appli est là au quotidien. Par contre, là aussi, ça me surprend et c'est pour ça que vraiment, ça sera intéressant du coup de voir cette publication-là. De voir que même sur des tests de conditions physiques, vous arrivez à être meilleur que ça. Donc, ça en fait, nous, donc les jeux, ils sont sur une durée. Pendant ces jeux, les patients ont accès à de l'enseignement. On n'a pas. Hein. Alors, chez nous, il se fait en visio parce que voilà. Donc, il y a quand même ce travail-là, même s'il y a beaucoup moins de séances que dans des parcours
notamment le parcours du CHU de Clermont. C'est jusqu'à trois séances semaine. Hein, donc, vous qui ne connaissez les parcours, on est sur un truc un peu Oui. costaud quand même. Voilà. Et ce qui était, pour nous, une bonne surprise aussi, c'est que le changement semble être beaucoup plus durable au moins à plus 6 mois de mémoire. En tout cas, le changement continuait d'être présent. Ah, c'est pas vraiment surprenant. Mais du coup, ok, c'est ça que j'avais pas compris. C'est que du coup, contrairement à peut-être les solutions que vous proposez en entreprise, ou alors c'est moi qui n'avais pas compris du tout, je pensais qu'il y avait que l'application, mais du coup, il y a aussi du coup des séances en visio avec un enseignant à part. Ouais. Mais même en entreprise, aujourd'hui, en fait, nos jeux de santé nous permettent d'orienter parmi les utilisateurs ceux qui sont les plus fragiles vers des parcours interventionnels à distance, mais que soit nous on opère, soit on fait opérer par des partenaires quand l'intervention ne concerne pas de l'AP. Ok. On peut aller sur des dimensions qui sont connexes, nutrition, sommeil, etc. Ok, Mais cool. en fait, aujourd'hui, nous, l'intérêt de notre solution, c'est que derrière, on a une équipe médicale, on est certifié dispositif médical de classe 1. On va analyser en fait la manière dont les joueurs jouent. Et aujourd'hui, on sait orienter les joueurs qui ont une fragilité vers un parcours. Cette orientation, elle se déclenche par un rendez-vous avec un des membres de l'équipe Kipling, qui est un professionnel de santé, donc soit une infirmière, soit un médecin de santé publique, qui lui, lors d'un entretien alors assez court, hein, on est sur un entretien qui va durer entre 15 et 30 minutes, on va orienter ce patient-là soit vers un parcours d'APA si c'est vraiment la thématique la plus pertinente, soit vers des interventions qui peuvent être liées, je sais pas, arrêter le tabac, le sommeil, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, nos jeux de santé sont vraiment, je dirais, la porte d'entrée. Ce qu'on sait très bien faire avec le jeu, c'est changer l'état d'esprit des gens et les aider on les rend beaucoup plus favorables à changer de comportement et notamment sur un comportement qui est lié à leur santé. Généralement, et c'est ce qu'on montre aussi dans la publi qui va sortir, c'est que Kipling est très efficace vers les gens qui sont les plus éloignés du dit bon comportement de santé. Voilà. Et donc, voilà, une fois qu'on a un peu changé, on leur a dit que être actif, c'était pas forcément chausser des baskets et aller suer pendant une demi-heure. Les gens, ils sont moins défavorables à marcher 30 minutes par jour, une fois qu'on leur a expliqué. Et du coup, ils mettent une stratégie de manière autonome dans leur quotidien pour aller, je sais pas, bosser, chercher leurs enfants, voilà, faire ce qu'on a à faire, mais de manière moins sédentaire. Ok. Moi, excuse-moi, j'ai une petite question. Vincent, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, il y a quelques temps, ont décrié un peu les applications telles que Pokémon Go, des choses comme ça, là où ils disaient que les ados étaient les yeux rivés sur leur téléphone et tout, mais force est de constater qu'il y avait un peu plus d'ados à aller marcher dans les parcs, dans les trucs comme ça. Alors, je ne suis pas en train de comparer Kipling du tout à Pokémon Go, hein, Non, mais c'est sur l'outil, enfin comment dire, l'intérêt de ça. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aujourd'hui aux gens qui décrivent un peu ce type de dispositif? Je dirais qu'il faut. Je suis pas naïf. Bien entendu que la digitalisation, mais pas que, a accru notre mode de vie qui est sédentaire. Voilà, ça là-dessus. Mais néanmoins, si certains outils numériques peuvent nous remettre à l'activité ou aider. Alors, je fais pas de Pokémon Go la solution, même si je trouve que c'est plutôt. Je suis pas. J'y ai jamais joué sauf en mode démo. Enfin, vous voyez des choses. Je ne maîtrise pas vraiment, mais j'ai envie de dire. Il vaut mieux ça que de rester collé dans son canapé à jouer à un autre jeu vidéo. Vous voyez, on est d'accord. On est d'accord. Donc, au moins, ça s'est pris, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Alors, nous, chez Kipling, la population des jeunes, si tant est que Pokémon Go intéresse des jeunes, parce que je suis pas complètement, je connais pas tout à fait, mais ces populations de jeunes, si vous voulez les intéresser et les emmener vers un changement de comportement, si vous vous passez d'outils numériques, j'ai envie de dire bon courage. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être tout numérique. Oui, bien sûr. Je ne suis pas un chantre. C'est une porte d'entrée, quoi. C'est une porte d'entrée. Et bien entendu que, par exemple, Kipling, nous, on a des appâts, mais on ne se substitue pas du tout, par exemple, aux appâts qui sont dans les établissements de santé
ou dans des structures médico-associatives, il en faut. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt tous intérêt à travailler, à emmener des gens qui en ont besoin face à un APA, qu'ils soient en visio, dans les murs d'une asso ou un hôpital, que de se dire moi j'ai la meilleure solution que l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, Kipling, typiquement, va être utilisé par des profils vraisemblablement assez différents de ceux qui vont aller en établissement. Oui, bien sûr. sûr. Voilà. Bon. Ok. Du coup, moi, ça me fait revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur deux choses. Du coup, je l'ai bien compris que vous étiez un petit peu à la fois en tâche de fond sur la partie quantité d'activité physique, mais vous aviez aussi des solutions plus, du coup, plus interventionnelles avec des APA, mais pas que vous pouviez orienter vers d'autres professionnels. C'est super intéressant. Et en fait, vous êtes déjà dans la démarche, et ça, je le découvre complètement tu vois, à ce moment-là. Vous êtes déjà dans une démarche un peu de ce qu'on conseille aujourd'hui, la HS, en termes de prescription du sport sur ordonnance, activité physique sur ordonnance, où en fonction du profil de mon patient, client, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pratiquant, en fonction de ce qu'il va avoir besoin, soit je vais lui proposer une activité physique vraiment encadrée, personnalisée, avec un appart, soit s'il est déjà, si on estime qu'il est en capacité de le faire seul, de l'orienter vers quelque chose de non supervisé. Et du coup, en fait, vous êtes déjà sur cet accueil, accueil en termes digital, mais et puis ensuite derrière, je dispatche la meilleure solution en fait. Orientation. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle. Alors, on a découvert ça. On a dans nos équipes une médecin en santé publique qui a la particularité d'être aussi APA. A priori, c'est pas si commun que ça. Et en fait, on a pas mal regardé une manière d'intervenir qui s'appelle l'universalisme proportionné. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Non. Qui est en fait l'idée étant la suivante, c'est-à-dire que quand on vient l'idée c'est de proposer l'intervention à tout le monde, l'universalisme, et ensuite parce qu'on est capable, et c'est là que le digital est intéressant parce qu'il peut permettre de le faire à un grand nombre, de proposer une intervention proportionnée, parce qu'en analysant les données qu'on a sur nos utilisateurs, et tout ça on le fait de manière complètement légale, etc. Enfin, tout est hébergé de données de santé, enfin voilà, on ne revend pas de données, hein, mais en fait on a énormément de données sur les utilisateurs, on sait aujourd'hui les regarder, on a nous dans nos équipes des gens qui analysent de la donnée en santé et qui avant étaient dans des labos de recherche en santé, hein, c'est pas et en fait derrière c'est pour ça qu'on appelle ça de l'universalisme proportionné, on va leur proposer l'intervention proportionnée à leur état de santé. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas non plus besoin d'être suraccompagnés, là où il y en a vraisemblablement d'autres qui ont là besoin qu'on leur prenne la main de manière beaucoup plus serrée que voilà. Et ça, on essaye de le faire auprès du plus grand nombre, ce qui permet aussi de proposer des solutions qui sont beaucoup plus économiquement peu chères, parce qu'il faut quand même se dire les choses. Il y a quand même un sujet derrière l'APA, c'est que je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui qu'il faudrait effectivement que tu parles de sport sur ordonnance et de remboursement, etc. Nous, on a Kipling est prescrit et financé par la CNAM dans certains parcours. On pourra en parler si vous voulez, mais néanmoins, si on veut que ce soit le cas et à large échelle, il faut que l'APA soit, faut que faut que ce soit accessible, quoi. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de parcours. Il faut pas rêver. J'ai intérêt à ce que l'APA soit financée, mais je suis aussi contribuable des citoyens français. On a tous une idée de nos finances publiques. On sait bien qu'on ne va pas rembourser tout et n'importe quoi. Voilà. Donc nous, avec le digital, ce qu'on peut faire, c'est surtout, moi ce que je dis surtout, c'est que l'intérêt du digital, c'est, on est là pour innover, mais on est là pour innover, pour soigner mieux, on l'espère, et surtout moins cher, parce qu'autrement, ce ne sera jamais financé. Ouais. Clairement, là-dessus, on en parlait du coup avec Martine Duclos, et c'est clair qu'on ne pourra pas tout financer, on pourra pas. Donc c'est sûr. Il faut trouver des solutions. Exactement. Moi, j'en suis convaincu à des choses à faire. Du coup, juste avant de parler de financement, parce que je pense que c'est complètement lié, même si je suis pas expert là-dessus. Vous êtes dispositif médical. En quoi ça consiste? Comment ça se passe en gros? Parce que moi, je ne connais pas parfaitement tous les systèmes, enfin, tout ce qui existe en termes d'APA, etc. en France. Mais je sais que c'est quand même une de vos grosses forces, sur laquelle, à mon avis, vous avez beaucoup bossé. Comment ça se passe? On est en fait, une partie de notre application est dispositif médical de classe 1.
c'est la partie qui permet au patient de s'évaluer de manière autonome. C'est-à-dire que nous, le patient, au moment où il est orienté, on lui propose de s'évaluer via 2 tests que vous connaissez là encore très bien, que sont le test assis debout et le test de marche de 6 minutes. Et ces tests-là, que tout APA, je pense, a fait passer à ses patients avec soit 2 plots, et, enfin, vous voyez, nous, on propose, pour les patients qui le peuvent, qui ont l'autonomie nécessaire, etc., donc on les questionne un peu avant, de le faire de manière autonome avec leur téléphone. Donc derrière, il y a, alors, sur le test de marche, il y a le calcul de la distance et avec des messages pour l'encourager, etc. Et sur le assis debout, c'est une intelligence artificielle qui vient reconnaître le mouvement et vous donner le nombre de mouvements qui a été fait. Et ça, le fait de le certifier dispositif médical, c'est-à-dire qu'on a comparé notre efficacité à des tests faits en présentiel, enfin en physique, voilà, et qu'on a mesuré leur stabilité dans le temps. C'est-à-dire que si vous faites le test, si tu le fais ce matin et que tu le fais demain et qu'il faut que ce soit stable, parce que voilà. Donc ça, c'est pareil, ça demande pas mal de boulot pour le monter un peu cliniquement. Hein. Donc on a monté un protocole, on l'a fait valider cliniquement. Bah, là-dessus, on bosse aussi. On a un de nos chercheurs, Alexandre Mazéas, qui bosse beaucoup, et notamment sur l'étude randomisée avec les obèses, il bosse avec Martine Duclos, enfin, il est dans ses équipes. Ok. Donc voilà, donc en fait, on a fait ça, ce qui permet, on parlait de l'aspect économique, le coût de ces tests qui étaient souvent très importants dans un parcours APA. Alors du coup, ce n'est pas le cœur de l'intervention. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire des bilans d'entrée et de sortie, autrement on ne sait pas de quoi on parle. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on consomme de la ressource financière sur ce qui n'est pas l'intervention en tant que telle, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, pour ceux, parce que tous les patients ne sont pas capables, qui sont autonomes, qui peuvent faire ces tests de manière plus autonomisée, ça veut dire d'ailleurs ce que tu n'as pas consommé comme ressource sur le bilan, tu peux l'utiliser sur l'intervention, soit mettre plus de séances, soit le fait que ça dure plus longtemps. Voilà. Okay. Donc c'était ça l'idée qui était derrière. Ok, super. Top, c'est super intéressant. Je te propose qu'on parle un peu de l'APA, parce que du coup, nous, notre but aussi à travers cette chaîne-là, c'est de parler d'APA, de parler de sport santé et de montrer qu'il y a de l'intérêt à tous ces professionnels-là. Toi, à partir de quel moment dans Kipling tu as commencé à bosser avec des APA? Tu as dit que tu ne connaissais pas le métier quand tu t'es lancé. À partir de quand et comment elle s'est passée la rencontre avec le premier APA? Eh ben, c'est passé, c'est quelqu'un qui a bossé avec nous après pendant 3-4 ans, qui s'appelle Benoît Fagnou, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, et qui m'a sollicité un jour en disant ouais, j'ai entendu parler de ce que vous faites, ça m'intéresse, machin. Moi, je suis enseignant APA, j'aimerais bien qu'on se parle, ok. Ok, donc on se rencontre et là, mais il me dit mais ce que vous faites, c'est de l'APA. J'en sais rien, c'est quoi l'APA? Et voilà comment ça s'est fait. Et donc effectivement, et après on s'est revu avec Benoît et c'est là qu'on s'est rendu compte que la manière que nous on avait d'initier le changement de comportement était effectivement très alignée avec ce que les enseignants APA mettent en œuvre dans leurs séances et dans leur pédagogie entre guillemets. Et donc on s'est dit pourquoi on ne testerait pas un modèle qui allie les deux leviers, quoi, c'est-à-dire le jeu Kipling et la séance. Alors, avant, faut se remettre dans un monde, ça nous paraît tous très loin, mais qui était avant le Covid. Donc, pas de vidéo. Voilà, donc beaucoup moins de vidéos, etc. Et donc, au départ, on a testé ça dans des programmes, dans des établissements de santé du type les centres de lutte contre le cancer, pas mal aussi auprès de groupes de jeunes seniors, ce genre de choses. Et donc, c'est-à-dire que les gens, ils avaient l'appli Kipling, ils jouaient, et puis 1 à 2 fois par semaine, Benoît allait les voir et animait une séance, etc. Et on s'est aperçu, et on a mesuré que c'était très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, il y a effectivement, et puis après, les gens se réunissent ensemble, en plus c'est rigolo, ça donne l'APA en général, en tout cas ce que j'en perçois, c'est plutôt convivial comme approche. Je pense que peut-être qu'il y a des fois, il y a des séances qui ne sont pas sympas, j'en sais rien, mais bref. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et puis, le Covid nous a emmenés vers le fait de dire, mais ouais, mais en fait, le présentiel, très bien, mais il faut qu'on s'en détache. Et en fait, on a créé, donc nous, on est basé à Nantes. Mais en fait, on travaille assez peu à Nantes. On travaille sur toute la France, voire même à l'étranger, mais pas pour
dans une approche un peu différente. Et du coup, on a créé des studios d'appât, parce qu'on s'est dit, si c'est de la visio pas terrible, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, faut pas qu'on fasse une vidéo comme si c'était un tuto sur YouTube. Pas d'intérêt. Et donc, en fait, les séances, elles sont très liées au jeu dans lequel sont nos utilisateurs. Ok. Donc, c'est des séances d'appât qui sont très gamifiées, Ok. qui ont des liens avec le nombre de points que vous avez dans les jeux. Enfin, vous voyez, là, je suis dans un studio appât. Donc, il y a une station, ils peuvent jouer, il y a des tableaux derrière, il y a des quiz, il y a des machins, enfin bref. Donc, en fait, et c'est comme ça qu'on s'est mis à faire de la séance. Et du coup, chez nous, c'est que de la séance live. Ok. C'est 5 patients maximum. Ok. Par contre, on s'est aperçu au départ, nos clients voulaient dire, mais non, mais moi, c'est que des patients atteints de cancer. Moi, c'est. Et en fait, nous, on se disait, moi, ça me gênait un peu de mettre les gens dans des catégories comme ça, vous voyez, un peu silotées. L'idée, c'était plutôt de dire, mettons, quelle que soit l'origine de nos, entre guillemets, de nos patients, quelle que soit leur pathologie, ce qui compte, c'est leur limitation fonctionnelle, Tout à fait. leur niveau d'entrée. Et Tout donc, à du fait. coup, on a mélangé des gens qui venaient de centres de lutte contre le cancer, des gens en situation avec des maladies chroniques, obésité, diabète, des gens qui avaient été repérés dans des entreprises, mais qui étaient limités, etc. Et ça donne une ambiance super sympa. C'est-à-dire que ça permet à des patients, dans des parcours avec des gens qui ont des problématiques, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, ça les sort aussi du silo dans lequel ils sont. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? tout à fait. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on opère. Et aujourd'hui, on a quatre studios d'appât Ok. dans lesquels on fait des séances avec des patients. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont un peu partout en France, que certains se parlent uniquement avec leur pseudo. Que pour certains, ils découvrent qu'ils sont dans la même ville, etc. Et que derrière, ça déclenche des liens. Enfin, vous voyez, le truc assez Ouais. facile. Ouais, ils se retrouvent. Donc voilà. Après, nous, ce qu'on fait aussi après, c'est que, ayant pris connaissance de l'APA, on est rentré en contact avec. On a été sollicité par tout le mouvement des maisons sport santé. Ouais. Et nous, aujourd'hui, là, c'est un sujet sur lequel on travaille. L'idée qu'on a, nous, c'est de faire un chaînage, parce que nous, la majorité de nos programmes durent 3 mois. Oui. Je vous apprends rien en vous disant que c'est pas parce qu'on a bossé 3 mois avec quelqu'un il y a encore un peu de taf C'est derrière clair. avec, en tout cas s'il le souhaite. Et donc, on est en train de mettre en place des chaînages avec des structures, alors maison sport santé ou équivalent. Hein. Je Ouais. je veux pas me battre sur les. Voilà, c'est pas mon Sur job. la terminologie, on va pas se. Voilà. Mais et d'envoyer en fait vers des structures qui vont pouvoir aller un pas plus loin, soit emmener vers des structures qui ont des créneaux sport santé, enfin, etc. Voilà. Ok. Donc voilà, nous, le lien qu'on a avec l'activité physique adaptée aux gens. Ok. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien chez Kipling et il y a combien d'appâts chez vous à peu près? Alors, on est une petite cinquantaine de collaborateurs et on a 3, 4, 5 APA. Ok. Après, il y a un staff santé, ce qu'on appelle santé, qui sont des gens qui sont plutôt professionnels de santé, infirmières, coordinatrices, médecins santé publique. Voilà. Puis après, le reste, on a toute la partie tech, hein, parce qu'on continue de développer des jeux, du game design. On a aussi une partie, je dirais, plus commerciale. Et puis voilà, grosso modo. Et donc, tout ce petit monde est à Nantes. Ok. Bon, bah, c'est top. Alex, est-ce que tu as une question toi, sur l'appât? Je sais que moi j'en ai encore quelques-unes, mais Non, ben, Vincent y a répondu un petit peu déjà, mais la question c'était, voilà, demain je postule chez Kipling. J'ai la chance que Vincent et toute son équipe me fassent confiance. Quel est mon rôle? Quelles sont mes missions? Qu'est-ce que je fais d'un point de vue pratico-pratique? Est-ce que je suis uniquement sur les séances en visio, l'accompagnement donc qui a en tâche de fond un petit peu, ou est-ce que je collabore aussi sur le développement des applications, sur le développement des jeux en eux-mêmes? Enfin, voilà, quel est le rôle de l'APA au sein de Kipling? Alors effectivement, la première de ces missions, c'est les séances, mais c'est vraiment pas l'unique. Bien entendu, voilà, on n'est pas du tout sur les APA, passent pas leur journée dans le studio d'APA. Non, ils sont très impliqués sur la coordination des parcours. Ok.
C'est-à-dire, donc là, c'est pas de la séance d'appât en tant que telle, mais c'est du lien avec le patient, Ouais. de l'orientation. Donc là, c'est pas de la séance. Derrière, ils sont aussi très en lien avec toutes les équipes qu'on appelle, nous, plutôt R&D, puisque on produit pas mal de travaux autour pour prouver scientifiquement, cliniquement que ce qu'on fait est efficace. Donc, ils sont impliqués aussi dans, je ne sais pas, tous les liens qu'on peut avoir avec l'établissement de santé, etc. Nos APA travaillent aussi sur l'inclusion des patients dans la solution, parce que c'est pas parce que, je sais rien, vous bossez avec l'établissement X que les patients arrivent comme par magie, hein. Ouais. Là, c'est pareil, je pense que c'est des sujets dont vous parlez avec vos interlocuteurs, mais il y a encore beaucoup de difficultés à prescrire de l'APA. Ouais. Et donc, voilà, il faut travailler dessus. Et puis après, il y a effectivement aussi du travail avec les équipes de développement stricto sensu. Les parcours chez nous, les APA, même si ce n'est pas leur rôle premier, bien entendu, qui participent à la construction de ce qu'on fait. Ok. En tout cas, ils sont insérés dans les boucles, ils peuvent challenger. Comme nous aussi, on va être APA chez nous, c'est aussi accepter d'insérer sa pratique dans quelque chose de plus global. Donc, il faut être. Ce que je dis souvent, c'est que nous, les APA chez nous, ils doivent. C'est un exercice dans lequel ils mettent l'APA à disposition ou au service d'un parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, et c'est pas l'inverse. Ouais. Et c'est un espèce d'équilibre, donc ce qui est vachement intéressant. Quelqu'un qui serait trop dogmatique sur l'APA, chez nous, ce serait compliqué. Ouais. Parce que nous, on va chercher toutes les. Bien entendu, on se veut les plus. Enfin, tout ça, on le fait dans l'intérêt du patient, etc. Mais on va chercher toutes les marges de manœuvre pour pouvoir rendre, je ne sais pas, les séances accessibles, finançables, Ouais, bien sûr. la pédagogie, la challenger le cas échéant. Voilà. Donc, je pense que ça correspond à des gens qui veulent aussi réfléchir, innover autour de leur pratique et pas rester dans un j'aime pas le terme, je ne sais pas si c'est bon, enfin, soit une Un théorie carcan, ou quoi. un dogme de. Ouais. Voilà. Donc, non, ça demande beaucoup d'agilité. Après, ça fait un job qui est sans doute assez diversifié. Par contre, dans lequel les appâts chez nous sont pas mal challengés. Si on ne cherche pas à sortir du modèle, etc., bah, à ce moment-là, enfin, le truc il sera fait comme toujours, hein. Ouais, tout à fait. Moi, j'adore ton discours. Ce que j'entends un peu, tu vas me dire si c'est bien ce que tu veux dire, c'est que du coup, ce que tu cherches, et en même temps, je pense que dans toute entreprise aujourd'hui, un peu, c'est ce qui finit par être recherché. Ce que tu recherches en soi, c'est les qualités d'un APA, mais pas forcément sa formation et Non, pas du tout. et son truc un peu fermé, quoi. Ah non, nous, ce qu'on cherche, alors après, on veut des gens qui ont un niveau de formation, parce que je ne vous fais pas dessin pour des questions d'assurance, machin, Bien et sûr. voilà, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'APA, alors nous, c'est des Master 2, Ouais. mais enfin, je pense qu'il y a une majorité d'APA qui a ce, voilà, mais enfin, ça, c'est juste, enfin, c'est un prérequis, entre guillemets, Ouais. je sais pas que je m'en fous, mais vous voyez, c'est que le début de l'histoire. Après, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité, hein. Ouais. Et, Bien sûr. et la personnalité en tant que professionnel, quel type de patient, voilà, c'est ça qui est super intéressant. Et des gens que moi, ce qu'on aime, c'est enfin, globalement, parce que c'est pas que moi. D'ailleurs, si vous postulez, c'est pas d'abord moi qui vais recruter, mais c'est les autres APA. Ouais, Donc, ça, c'est même ça, c'est intéressant, ça. moi, je suis bien entendu que je suis dans la boucle, mais Ouais. c'est pas moi qui sélectionne ou je sais pas quoi. Mais Ton équipe, quoi. voilà. Et l'idée, c'est de la curiosité, l'envie de regarder, de réfléchir autrement, etc. Non, nous, c'est ça dont on a besoin, parce que nous, même si ça fait, voilà, il nous a pas échappé que ça fait quelques années qu'on existe, on considère vraiment pas qu'on a complètement, on est encore en train de chercher notre truc, hein. Ouais, bien Nous, sûr. voilà, on n'a pas du tout le sentiment ici, on ne le vit pas du tout, hein, sincèrement. On est encore en train de chercher notre modèle, quoi. C'est-à-dire que, En développement, bien quoi. entendu, on opère, on exécute, mais tout ce qui fonctionne pas, putain, non, ça marche pas, on fait autrement, etc. Donc, Ouais. c'est vrai que ça, je pense que pour certains APA, c'est compliqué aussi. C'est que, et puis, on les met parfois en zone un peu D'inconfort. d'inconfort. Hmm. Parce qu'on leur dit, OK, tu es experte sur ton sujet, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais te mettre sur une zone, on va faire confiance à ton expertise, mais
Mais on ne sait pas si ça va marcher ou pas, quoi. Ok. Et c'est pas grave si ça marche pas. Enfin, nous, on considère que quand ça marche pas, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est déjà un résultat, c'est ce qui nous intéresse. Oui. Au moins, bah, ça, on le refera pas, quoi. Ok. Du coup, toi qui es au contact de ces gens-là, j'entends bien que Mm. du coup, tu cherches les qualités qu'ils ont, donc finalement, ils ont l'air d'en avoir que tu recherches. Mm. Comment tu vois du coup le métier d'APA demain? Est-ce que tu le vois grossir, devenir, je dirais pas incontournable, parce que de toute façon, on est encore qu'au début et que l'activité Mm. physique, pour l'instant, elle est encore très peu mise en avant en France, mais je veux dire, est-ce que tu vois le domaine de l'APA comme quelque chose d'un peu porteur ou pas? Comment tu vois les choses, toi, pour l'avenir? Alors, moi, oui. Enfin, après, je suis pas vraiment du tout un spécialiste du statut d'appart, hein. Donc, moi, Ouais, là-dessus, voilà, c'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est que il y a un rôle aujourd'hui que l'APA remplit. Alors, parce que je pense que sa formation lui permet et que sa première expertise, c'est l'activité physique et que l'activité physique comme comportement, c'est assez inclusif. Je m'explique, c'est que l'APA, ça peut être le bon interlocuteur pour aider les gens à changer de comportement. Ce qui est, pour des raisons plutôt de système et de parcours, plus compliqué vraisemblablement pour les professionnels de santé parce qu'ils sont plutôt dans le curatif. Aujourd'hui, c'est voilà, en tout cas, c'est le système qui les met dans ce rôle-là, peut-être. Enfin bref, là où l'APA, du fait d'être situé quand même pour une part plutôt dans des actions de prévention, peut encore agir, enfin peut agir sur le changement de comportement. Après, on a tous centré sur la paix très bien, parce que je pense que c'est le bon, enfin, comme premier comportement à faire évoluer, c'est, quand je dis c'est inclusif, ça nous concerne tous. Euh, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins vieux, les petits, les grands, les gros, enfin, ce que vous voulez. Enfin, vous voyez, si on commençait par la nutrition, par je sais pas quoi, ça nous permettrait pas d'être large au départ. Mais par contre, je pense que pour l'APA, pour trouver sa place, et enfin, elle existe déjà, mais avec un rôle un peu plus complet, ce que vous faites déjà, mais pour moi, il faut aller traiter les dimensions connexes, quoi. À minima, tout ce qui est lié sommeil, enfin, vous voyez, sommeil, Oui. nutrition, ça me semble être. Mais je trouve que la position d'être celui qui fait, effectivement, qui va initier, qui va aider à changer les habitudes de vie, après, on met dedans plein de choses, pour moi, elle a de l'avenir parce que, euh, elle a un impact qui est mesuré, qui peut être encore mieux mesuré, etc. Et ça coûte pas si cher que ça au final quand on regarde l'impact médico-économique. Et ça peut nous éviter. Enfin, c'est un peu en fait, ça a de l'avenir parce qu'il est vraisemblable qu'à un moment donné, alors je sais pas quand, hein, c'est peut-être dans très longtemps, mais il y a un tournant vers la prévention qui va arriver parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de soutenir du tout curatif très Tout à très fait. longtemps. C'est clair. Mais c'est un peu comme l'histoire de l'environnement pour moi. Mais après, ça se trouve, dans 20 ans, on n'aura pas bougé, hein. Moi, je ne suis pas spécialiste. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, pour moi, l'APA, il a vraiment un. En tout cas, il est dans une relation à son patient, etc., qui le rend légitime à ça. Ok. Et aussi, ce que je remarque, c'est que c'est assez général chez les APA de vouloir traiter le comportement avant de traiter des aspects plus symptomatique. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours trouvé chez les APA qu'ils sont très attentifs aux habitudes de vie, Très important. etc. Et que ça, pour moi, c'est le bon levier. Ok. Moi, c'est cool. Je pense que les gens qui vont nous écouter, je pense que c'est un bon message d'espoir. C'est ce que aussi on essaye de vouloir dégager là-dedans en disant, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de cette formation et nous, les premiers, il y a 15 ans, où on se sent des fois un peu dépassé en disant ça va être bouché, c'est compliqué de faire sa place. Et je pense que déjà, ça fait plaisir de voir que bah, on peut bosser pas que dans le centre hospitalier, qu'on peut bosser en start-up et que du coup, il y a de la place un peu partout. Et d'entendre du coup des gens qui ne sont pas du milieu et qui ont décidé d'entreprendre dans le milieu et qui du coup trouvent qu'il y a de l'intérêt. Je pense que c'est assez cool à entendre. Moi, je me demande aujourd'hui, je fais partie de ces gens-là, quand on veut entreprendre dans le domaine de l'activité physique, il n'y a pas encore énormément d'entreprises. Il y en a certaines, alors dans différents secteurs. Là, si on se concentre vraiment sur l'aspect santé, parce que si on prend sport et activité physique au sens large, il y en a quand même beaucoup plus. Mais sur la thématique activité physique et santé, il y en a drastiquement moins. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui sort des études, quelque chose comme ça, veut entreprendre
Alors là, c'est pas forcément dans l'activité physique, mais pour toi, en tant qu'entrepreneur, dans le domaine de l'activité physique, qu'est-ce que tu conseillerais? Ouais, c'est une bonne question. Ce que je conseillerais, enfin, en fait, je pense qu'entreprendre dans le domaine de l'activité physique, c'est pas différent d'entreprendre dans n'importe quel secteur, si ce n'est que c'est un domaine dans lequel euh, les modèles économiques sont pas encore calés et existants. Donc, ça veut dire que le premier sujet, avant même de réfléchir à, enfin, pas le premier sujet, mais c'est de tout de suite, si tu as une idée, vérifier qu'elle crée suffisamment de valeur pour que quelqu'un puisse l'acheter. Parce que, et de ne pas faire, en tout cas, là, le 20 janvier 2023, ne pas faire du remboursement de l'APA, l'alpha et l'oméga de ton business model. C'est Parce que clair. on se le souhaite tous, hein, qu'un jour ce soit en place, mais alors à quel niveau, quand, pour qui, pourquoi, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si ça n'arrive pas, bah, ça veut dire que ton projet. Donc, c'est tout de suite se poser la question de, OK, moi j'ai une idée sur l'APA, je sais pas, une idée XY, qui est-ce qui est capable de l'acheter, je sais pas, l'utilisateur, le patient. Bah, nous, le cas, c'était un peu différent, mais nous, typiquement aujourd'hui, si on s'est développé, c'est parce que des entreprises ou des financeurs pour les entreprises achètent notre solution pour faire de la prévention auprès de leurs salariés. Et pourquoi ils l'achètent chez nous et ils ne le faisaient pas avant? C'est parce qu'on leur crée suffisamment de valeur qu'ils peuvent le mesurer. Enfin, après, il faut décliner son truc, quoi. Mais c'est d'abord se dire ça et pas faire de l'appel à projet. C'est pareil, l'appel à projet, c'est pas un business model, hein. Enfin, non, je vais donner de leçons à personne, mais en tout cas, moi, en tout cas, chez nous, parce que 10 000 fois, nous, on aurait pu devenir une société, ce que j'appelle une société de service, c'est-à-dire une société qui répond à des appels à projet. Mais quand tu réponds à un appel à projet, tu réponds à un cahier des charges. Quand tu réponds à un cahier des charges, tu n'es pas là en train d'exprimer, toi, ta valeur et de convaincre des gens qu'elle a de l'intérêt ou pas. Tu te mets juste dans le formalisme qu'un financeur te donne. Et ça, moi, c'est pas, qu'il faille le faire dans une trajectoire d'entreprise, pourquoi pas, mais en faire un business model, en fait, c'est impossible parce que chaque appel à projet va être différent. Donc, à chaque fois, tu peux pas capitaliser. Et tu vois ce que je veux dire, tu réponds à l'appel à projet de un tel qui va faire ça, tu réponds à l'appel, enfin bref, ça s'appelle du service. Ouais, c'est du service, du coup, tu changes tout le temps ta feuille de route, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, nous, typiquement, on a bien entendu qu'on a répondu à des appels à projet comme n'importe quelle boîte, mais on ne répondait d'une part qu'à des appels à projet, donc on se disait, OK, ça colle avec ce qu'on veut faire. Et surtout, on est sorti même de très, très gros appels à projet, hein, en disant, ouais, mais là, il ne faut pas qu'on continue, parce que si on continue à être dans ce cadre-là, en fait, une boîte comme nous, elle évolue tout le temps. Quand le cahier des charges de l'appel à projet, il évolue plus, si toi, tu restes dans l'appel à projet, tu n'évolues plus. Alors, mais ça nécessite de se mettre en risque, parce que parfois, en face, bien entendu, il y a des financements, et ça veut dire, bah, si moi, je coupe ces financements, enfin, tu vois, il y a une forme de mise en risque. Et voilà, donc moi, ce que je conseillerais, mais après, voilà, j'aime jamais trop conseiller, parce que je me sentis pas, je suis pas non plus... souvent, d'ailleurs, si on entreprend, c'est qu'on n'a pas envie de suivre les conseils des autres. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop en donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, voilà, il y a un espèce de principe de réalité qu'il ne faut pas oublier, en fait. Okay. Qui est de dire, une entreprise, il y a un moment donné, il faut qu'elle se développe. Okay. Et ça ne fait pas de nous des... voilà, on n'est pas des boîtes du CAC 40. OK. Moi, Vincent, j'ai une petite question. Je suis très frustré parce que la première fois que j'ai entendu parler de Kipling, j'ai voulu télécharger l'application et essayer. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est pour le moment pas possible. À quand le Kipling ouvert au grand public? Sincèrement, aujourd'hui, c'est pas dans nos projets. Ok. Parce que pour une raison qui est celle qu'on vient d'évoquer avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kipling, tu as accès à Kipling parce que tu es membre d'une communauté qui va financer Kipling. Okay. Donc, soit tu es collaborateur de l'entreprise Y, soit tu es adhérent à un institut de protection sociale X ou Y, soit tu es dans une file active patient d'un établissement X ou Y qui met à disposition Kipling. Chez Kipling, c'est jamais l'utilisateur qui paye son parcours. Okay. C'est toujours, voilà.
Alors, ça peut être la CPAM quand si tu es atteint de certaines pathologies sur certains territoires, mais voilà. Et aujourd'hui, en fait, je dis pas qu'on ne le fera pas, hein, mais en termes de modèle économique, si on l'ouvrait au grand public, ça voudrait dire que le grand public pourrait financer son usage. Ouais. Après, bon, déjà, c'est un autre métier parce qu'il faut se rendre visible, etc. Enfin, faire du B2C, c'est quand même une autre dimension, hein. Ouais. Voilà. Et je ne sais pas si aujourd'hui, en tout cas, nous, là, on ne pense pas que nous, on est encore mûrs à ça. Ça marche. Voilà, donc voilà pourquoi on ne peut pas le faire. Ok, merci de ta franchise. Ok, on arrive vers la fin de l'interview. Moi, j'ai 2 questions que j'aime bien poser pendant ces interviews-là. Elles ne sont pas toujours les l'une à la suite des autres, mais ça a été tellement riche que du coup, je n'ai pas pu la poser avant. La première, c'est si... alors là, on sort du cadre Kipling, mais toi, en tant que Vincent Tarot, pour l'activité physique, forcément, Mhm. on te donne un budget illimité Mhm. pour changer l'activité physique en France. Mhm. À quoi tu t'attelles, sur quoi tu mets cet argent-là pour faire changer les choses et pour que ça devienne un vrai outil de santé et qu'on soit le pays leader mondial, en gros, de la prévention par l'activité physique. Ah bah moi, je m'attache au financement, hein. C'est-à-dire qu'il faut monter les essais médico-économiques, mais à grande échelle. Et je parle enfin, et je fais surtout quelque chose. J'arrête de consommer de l'argent sur montrer que la passe est efficace. Je pense qu'on est tous convaincus. Il y a plus aucun, même les parlementaires, je pense Ouais. que tout le monde est au courant que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de sujet. Alors, même s'il y a sans doute des liens, il y a sans doute à creuser, hein, mais par contre, montrons que c'est efficace aussi économiquement. Voilà, donc, Ouais. et là, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas spécialiste, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent, etc. Donc, moi, c'est à ça que je le consacre pour que derrière, d'un point de vue sociétal, on décide qu'effectivement, rembourser, je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas les éléments, mais tout ou partie d'un parcours, c'est bénéfique. Et, et surtout faire de ces parcours des moments d'éducation au changement de comportement, pas Du- juste soigner les symptômes, Ah enfin, ouais. vous voyez ce que je veux Ouais. dire, enfin, ou les conséquences plutôt. Ouais. Ok. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est marrant parce que tu dis depuis tout à l'heure que, bah, par des petits mots de langage, tu dis que tu n'as pas l'air d'être spécialiste et que bon, tu ne veux pas trop t'engager à parler d'activité physique en général. En fait, moi, je trouve que tu es hyper Ouais. spécialiste en tout cas, sur la Tu t'y partie. connais Non, quand ce que je même. veux dire, c'est que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas à pas. Ouais, voilà, Concrètement, sur là, l'activité. là, tu me demandes de faire une séance, on va se marrer, quoi, ce que je veux dire. Ouais, ouais, non, mais sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, clairement, je partage totalement cette Ouais. vision. Et c'est que du coup, de voir des études sortir, alors c'est super bien, ça nourrit effectivement des choses. Il y a plein de petites choses à prouver tout C'est le déjà temps. fait, quoi. Mais je pense qu'il manque ça, en fait. Il manque cet aspect médico. Tu vois, nous, on commence à être sur le sujet à notre petit niveau, mais je commence à comprendre pourquoi personne n'y va là-dessus. C'est que, et nous, on a beaucoup de données, hein. On commence à pouvoir le montrer, mais dans un contexte très précis. Voilà, par exemple, à la fameuse étude dont je te parlais auprès des obèses, on va sortir un rationnel médico-éco. On va montrer que voilà, Kipling, d'un point de vue médico-économique, c'est plus ou moins pertinent. Voilà. Mais pour ça, il faut énormément de données. Et pour avoir énormément de données, il faut des moyens, faut des autorisations. Enfin bref, il faut mettre Ouais. beaucoup de monde autour de la table. Ouais. Et ça c'est du temps, c'est de l'énergie, et donc c'est de la ressource financière. Ok, donc on a bien compris, c'est sur ça qu'il faut le mettre. Ça marche. Une toute dernière question. Oui. Du coup, toi, on t'a invité aujourd'hui pour cette interview. Qui est-ce que tu penses aujourd'hui, dans le milieu de l'activité physique ou non, qui pourrait être intéressant d'inviter après toi pour aider les APA dans le secteur de l'activité physique, du sport santé? Une personne qui, toi, peut-être t'inspire ou qui a autour de toi qui serait intéressante à écouter? Une personne dans l'écosystème. Et donc, et votre audience, c'est essentiellement des enseignants à part, hein. Enseignant APA, éducateur autres. sportif, médecin aussi. Mais voilà. Et après, ouais, vous avez eu Martine Duclos, François Carré, c'est ça? C'est des gens que vous connaissez bien, hein. François, on va dire. Ouais, non, c'est intéressant. Je pense qu'il y a la structure. Est-ce que vous avez interviewé des gens de chez Azure Sport Santé? Ah non. Non. Je pense à
Alain Fuc Ouais. ou Odile Diagana. Odile, C'est des gens qui travaillent pas mal autour là aussi, comment nous, voilà, on s'entend, enfin, c'est vraiment des gens, super investis, etc., pas dogmatiques du tout, qui sont en train de faire, dans le cadre des articles 51, nous on travaille sur le cancer, eux travaillent sur les maladies cardiovasculaires, ouais. ils sont en train notamment avec un gros article 51 qui s'appelle As du cœur, si je dis pas de Du cœur. bêtises, Ouais. et qui est une super expérimentation. Donc, ils ont une vision de la PAC et aussi de dire, OK, comment on travaille autour de ça pour que ce soit finançable et que ça aide la vie de patients. Donc, ouais, Alain est quelqu'un de très bien ou quelqu'un de son équipe. Hein, ils ont des appâts, je ne les connais pas tous nommément, mais je pense que c'est des gens qui peuvent être super inspirants. Ok, Merci beaucoup. super. Bon, ben, merci beaucoup, Vincent. Bah, merci à vous. Merci. Bonne Et puis, continuation, et puis, ouais, bonne continuation à toi, surtout à Kipline et à toute ton équipe. eh ben, à vous aussi, c'est bien. Merci de votre initiative et puis on relaiera avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Vincent. Ciao, à plus. Au revoir.